Je songeais entre autres que dans mes états épileptiques, il y avait un moment précédent de très peu la crise, lorsque celle-ci me venait à l'état de veille, où soudain, au milieu de la tristesse, des ténèbres de l'âme, de l'étouffement, mon cerveau semblait s'embraser par instants, et où toutes mes forces vitales se tendaient à la fois dans un élan extraordinaire. La sensation de vie, la conscience de soi-même paraissait décuplée dans ces moments fulgurants. Tout mon trouble, mes doutes, mes inquiétudes semblaient s'apaiser aussitôt, se résolvaient dans une sorte de paix supérieure, pleine de clarté, de joie harmonieuse et d'espoir, pleine d'entendement et de conscience de la cause finale. Mais ces moments, ces lueurs, n'étaient encore que le pressentiment de cette dernière seconde, jamais davantage, par quoi commençait la crise. Seconde, bien entendu, absolument intolérable. Réfléchissant à cela, une fois revenu à la santé, je me disais souvent que tous ces éclairs et toutes ces illuminations d'une conscience supérieure, donc d'une existence supérieure, n'étaient rien d'autre que maladie, qu'altération d'un état normal, et que s'il en était ainsi, il ne s'agissait nullement d'une existence supérieure, mais au contraire d'un état qui devait être compté au nombre des plus bas. Cela m'avait amené cependant à une déduction extrêmement paradoxale. Qu'est-ce que cela peut faire que ce soit un état morbide? Décidai-je finalement. Qu'importe qu'il s'agisse d'un état de tension anormal, puisque le résultat, cet instant dont on se souvient et que l'on examine lorsqu'on est déjà en bonne santé, apparaît comme le plus haut point d'harmonie et de beauté, qu'il procure un sentiment inouï, insoupçonné jusqu'alors de plénitude, de mesure, d'apaisement et de fusion par la prière avec la plus haute synthèse de la vie. Ces expressions nébuleuses me semblaient parfaitement intelligibles, bien qu'encore trop faibles. Quant au fait que c'était là réellement beauté et communion dans la prière et la plus haute synthèse de la vie, je n'en doutais pas, je n'admettais pas de doute à ce sujet. Car ce n'étaient pas des mirages qui me venaient à ce moment-là, des songes anormaux et vains, comme il en vient du hashish, de l'opium ou de l'alcool, qui dégradent la raison et altèrent l'âme. Je pouvais en juger sainement à l'issue de mon état morbide. Non. Ces moments représentaient uniquement un effort extraordinaire de prise de conscience. S'il avait fallu exprimer cet état en un mot, et en même temps l'expression la plus directe de la conscience de soi-même. Et si en cette seconde, c'est-à-dire au tout dernier instant conscient avant l'accès, il m'arrivait d'avoir le temps de me dire nettement et avec lucidité « Oui, pour ce moment, on pourrait donner toute sa vie », j'étais bien certain qu'en effet, cet instant valait en soi toute une vie. Je me serais bien entendu refusé à une discussion sérieuse sur ce sujet. Ma déduction, c'est-à-dire mon appréciation de cette minute, contenait sans aucun doute une erreur, mais la réalité de la sensation elle-même ne laissait cependant pas de me troubler. Comment, en effet, ne pas tenir compte de la réalité? Car cela avait réellement été, j'avais réellement eu le temps de me le dire durant cette seconde, que cette seconde, par le bonheur illimité que je ressentais, pourrait bien valoir toute une vie. À cet instant-là, me devient intelligible cette extraordinaire parole de l'Apocalypse. Il n'y aura plus de temps.
Subitement, quelque chose sembla s'ouvrir devant moi. Une extraordinaire lumière intérieure m'illumina l'âme. Cette sensation dura peut-être une demi-seconde, et pourtant, je gardai un souvenir net et conscient du commencement, du premier son du cri atroce qui s'échappa de ma poitrine, et qu'aucun effort de ma part n'aurait pu arrêter. Puis aussitôt, la conscience s'éteignit instantanément en moi, et ce fut la nuit totale. C'était un nouvel accès d'épilepsie dont je ne souffrais plus depuis longtemps. On sait que les crises d'épilepsie, ou plutôt l'accès proprement dit, se déclenchent subitement. À cet instant, le visage et surtout le regard s'altèrent terriblement. Convulsions et crampes s'emparent de tout le corps et de tous les traits du visage. Un cri atroce, inimaginable et qu'on ne peut comparer à rien s'échappe de la poitrine. Dans ce cri semble disparaître tout ce qui est humain, et il est impensable, ou du moins très difficile pour un témoin, de se figurer et d'admettre que ce cri vient de ce même homme. On croit parfois que c'est quelqu'un d'autre qui crie, quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du malade. C'est tout le moins ainsi que beaucoup de gens décrivent leur impression, et nombreux sont aussi ceux chez qui la vue d'un homme en proie à un accès au mal provoque une terreur intolérable qui parfois comporte même un certain caractère mystique.
me semble parfois que mon cerveau s'embrase et que mes forces vitales prennent un prodigieux élan. Mon esprit et mon cœur s'illuminent d'une clarté intense. Toutes mes émotions, mes doutes, mes inquiétudes se calment à la fois pour se convertir en une souveraine sérénité faite de joie lumineuse, d'harmonie et d'espérance, à la faveur de laquelle ma raison se hausse jusqu'à la compréhension des causes finales. Ces éclairs de lucidité, où l'hyperesthésie de la sensibilité et de la conscience ne sont sans doute que des phénomènes morbides, un sentiment de bonheur, dont je ne sais pas s'il dure une seconde, des heures ou des mois, mais que je n'échangerai pas pour tous les délices du monde. Puis, toute mon âme semble passer dans mes yeux qui s'injectent de sang. Les veines de mon cou se gonflent, une teinte bleuâtre couvre mon cou, mes joues et mes tempes. Il ne manque à cette explosion intérieure de tout mon être qu'un cri. Ce cri sort pour ainsi dire de tous mes pores. Ma respiration haletante secoue ma poitrine. On dirait que je suis en proie à ces agitations qui précèdent l'agonie. Excuse-moi! Quand j'ai la tête lourde comme maintenant, et que mon mal me reprend, j'ai des absences ridicules. La question que je voulais te poser m'est sortie de la tête. Adieu. Par là, j'ai oublié. Montre-moi le chemin.
Je suis dans un foutu état. À la moindre sensation, tous mes nerfs tressaillent comme des cordes à violon. Mes genoux, mes épaules et mon ventre tremblent comme la feuille. J'ai une congestion au cerveau, comme une attaque d'apoplexie en miniature avec accompagnement de maux de nerfs. Des images défilent d'une manière vertigineuse par secousses, se multiplient, m'entourent, m'assiègent. Malgré le vacarme de ma tête, je perçois un silence énorme qui me sépare du monde. Je tâche de parler. Impossible. Mais je ne suis pas le seul, comme si cela pouvait me consoler. Aujourd'hui, des sceptiques attribuent à l'épilepsie des conversions, des apparitions, des hallucinations, et de citer Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse d'Avila. On soupçonne encore l'épilepsie chez Byron, Napoléon, Edgar Poe, Tolstoï, Van Gogh et Beethoven.
mal sacré. La grande névrose, le tremblement de terre de l'homme. Cette maladie brise ma vie. Elle me rend solitaire et sauvage, comme Beethoven. Voici ce que j'éprouve quand j'ai des hallucinations. Premièrement, une angoisse indéterminée, un malaise vague, un sentiment d'attente avec douleur. Deuxièmement, comme la foudre, envahissement, ou plutôt irruption instantanée de la mémoire, car l'hallucination proprement dite n'est pas autre chose, pour moi du moins. C'est une maladie de la mémoire, un relâchement de ce qu'elle recèle. On sent les images s'échapper de vous comme des flots de sang. Il vous semble que tout ce qu'on a dans la tête éclate à la fois comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. Et on n'a pas le temps de regarder ces images internes qui défilent avec furie. En d'autres circonstances, ça commence par une seule image qui grandit, se développe et finit par couvrir la réalité objective, comme par exemple une étincelle qui voltige et devient un grand feu flambant. N'assimilez pas la vision intérieure de l'artiste à celle de l'homme vraiment halluciné. Je connais parfaitement les deux états. Il y a un abîme entre eux. Dans l'hallucination proprement dite, il y a toujours terreur. On sent que votre personnalité vous échappe. On croit qu'on va mourir. Dans la vision poétique, au contraire, il y a joie. C'est quelque chose qui entre en vous. Il n'en est pas moins vrai que l'on ne sait plus où l'on est. S'il suffisait d'avoir les nerfs sensibles pour être poète, je vaudrais mieux que Shakespeare et qu'Homère, lequel je me figure avoir été un homme peu nerveux. Cette confession est impie. J'en peux dire quelque chose. Moi qui ai entendu à travers des portes fermées parler à voix basse des gens à 30 pas de moi. Moi, dont on voyait à travers la peau du ventre bondir tous les viscères et qui parfois ai senti, dans la période d'une seconde, 1 million de pensées, d'images, de combinaisons de toutes sortes qui pétaient à la fois dans ma cervelle comme toutes les fusées allumées d'un feu d'artifice. Cette faculté de sentir outre mesure est une faiblesse. Le chagrin, au lieu de me rester sur le crâne, a coulé dans mes membres et les crispait en convulsions. C'était une déviation.
Mes attaques de nerfs ne sont que des déclivités involontaires d'idées, d'images. L'élément psychique, alors, saute par-dessus moi, et la conscience disparaît avec le sentiment de la vie. Je suis sûr que je sais ce que c'est que mourir. J'ai souvent senti nettement mon âme qui s'échappait comme on sent le sang qui coule par l'ouverture d'une saignée. À ma dernière attaque, j'ai manqué péter dans les mains de ma famille. On m'a fait 3 saignées en même temps et enfin, j'ai rouvert l'œil. Ma maladie aura toujours eu l'avantage qu'on me laisse m'occuper comme je l'entends, ce qui est un grand point dans la vie. Je ne vois pas qu'il y ait au monde rien de préférable pour moi à une bonne chambre bien chauffée, avec les livres qu'on aime et tout le loisir désiré. Il m'est impossible de continuer plus longtemps une correspondance épileptique. Changez-en de grâce! Qu'est-ce que je vous ai fait? On prétend que je suis un épileptique essentiel, un épileptique névrosé, un pseudo-épileptique, un épileptique hystérique, un épileptique post-traumatique, un épileptique du lobe temporal gauche, un épileptique bradypsychique, un épileptique égotiste, un sympathicotonique, un exhibitionniste, un fétichiste, un sadiste, un masochiste, un sadomasochiste et un parricide. Je serais frigide et en même temps un maniaque sexuel, un androgyne, un voyeuriste à visée sadique. C'est un joli bouquet de diagnostics dont on me fait cadeau. Tu me demandes comment je me suis guéri des hallucinations nerveuses que je subissais autrefois? Par 2 moyens. Premièrement, en les étudiant scientifiquement, c'est-à-dire en tâchant de m'en rendre compte. Et deuxièmement, par la force de la volonté. J'ai souvent senti la folie me venir. C'était dans ma pauvre cervelle un tourbillon d'idées et d'images où il me semblait que ma conscience, que mon moi sombrait comme un vaisseau sous la tempête. Mais je me cramponnais à ma raison. Elle dominait tout, quoique assiégée et battue.
En d'autres fois, je tâchais par l'imagination de me donner facticement ces horribles souffrances. J'ai joué avec la démence et le fantastique comme Mithridate avec les poisons. Un grand orgueil me soutenait. Et j'ai vaincu le mal, à force de l'étreindre corps à corps. Après tout, merde, voilà. Avec ce grand mot, on se console de toutes les misères humaines. Alors je me plais à répéter merde, merde. Souvent des enfants auxquels la musique fait mal. Ils ont de grandes dispositions, retiennent des airs à la première audition, s'exaltent en jouant du piano, le cœur leur bat. Ils maigrissent, pâlissent, tombent malades, et leurs pauvres nerfs, comme ceux des chiens, se tordent de souffrance au son des notes. Ce ne sont point là les Mozart de l'avenir. La vocation a été déplacée. L'idée a passé dans la chair où elle reste stérile, et la chair périt. Il n'en résulte ni génie, ni santé, même chose dans l'art. La folie et la luxure sont deux choses que j'ai tellement sondées, où j'ai si bien navigué par ma volonté, que je ne serai jamais, je l'espère, ni un aliéné, ni un deçade. Mais ils m'ont cuit, par exemple. Ma maladie de nerfs a été l'écume de ces petites facéties intellectuelles. Chaque attaque était comme une sorte d'hémorragie de l'innervation. C'étaient des pertes séminales de la faculté pittoresque du cerveau, 100 000 images sautant à la fois en feu d'artifice. Il y avait un arrachement de l'âme d'avec le corps atroce. J'ai la conviction d'être mort plusieurs fois.
Mais ce qui constitue la personnalité, l'être raison, allait jusqu'au bout. Sans cela, la souffrance eût été nulle, car j'aurais été purement passif et j'avais toujours conscience, même quand je ne pouvais plus parler. Alors l'âme était repliée tout entière sur elle-même, comme un hérisson qui se ferait mal avec ses propres pointes. Personne n'a étudié tout cela, et les médecins sont des imbéciles d'une espèce, comme les philosophes le sont d'une autre. Je lisais dans le Figaro il y a quelques jours une histoire d'écrivain russe qui a vécu avec une maladie nerveuse, dont il est mort tristement d'ailleurs, qui lui causait des attaques terribles de temps à autre. Et qui peut-on? Il n'y a pas de remède. Ou s'il y en a, c'est de travailler avec ardeur. Je m'appesantis là-dessus plus qu'il ne faut. Et j'aime en somme mieux avoir ainsi carrément une maladie.
Pour autant que je sache, le médecin est enclin à considérer que j'ai eu une attaque de nature épileptique. J'exagère peut-être dans le chagrin que j'ai d'être encore foutu en bas par la maladie, mais j'ai comme peur. Apprendre à souffrir sans se plaindre. Apprendre à considérer la douleur sans répugnance. C'est justement un peu là qu'on risque le vertige. Et cependant, se pourrait-il, entrevoit-on même une vague probabilité que, dans l'autre côté de la vie, nous nous apercevrons des bonnes raisons d'être de la douleur, qui, vue d'ici, occupe parfois tellement tout l'horizon qu'elle prend des proportions de déluge désespérant. De cela, nous en savons fort peu, des proportions. Et mieux vaut regarder un champ de blé, même à l'état de tableau. On nous demande, à nous autres peintres, toujours de composer nous-mêmes et de n'être que compositeurs. Soit, mais dans la musique, il n'en est pas ainsi. Et si telle personne jouera du Beethoven, elle y ajoutera son interprétation personnelle. En musique, et alors surtout pour le chant, l'interprétation d'un compositeur est quelque chose. Et il n'est pas de rigueur qu'il n'y a que le compositeur qui joue ses propres compositions. Bon, moi, surtout à présent étant malade, je cherche à faire quelque chose pour me consoler, pour mon propre plaisir. Même devant une maladie qui détraque ou inquiète, cette croyance-là ne s'ébranle point. Dans tous les cas, chercher à rester vrai est peut-être un remède pour combattre la maladie qui continue à m'inquiéter toujours. J'ai eu la vie trop dure pour en crever, ou pour perdre la puissance de travailler. Nom de Dieu, mais quand est-ce que l'on verra une génération d'artistes qui ait des corps sains? À des moments, je suis vraiment furieux contre moi-même, car il ne suffit pas du tout de n'être ni plus ni moins malade que d'autres. L'idéal serait d'avoir un tempérament fort assez pour vivre 80 ans, et avec ça, un sang qui serait du vrai bon sang. On s'en consolerait pourtant, si on sentait qu'il va y venir une génération d'artistes plus heureux. Enfin, ce n'est pas gai. J'ai la tête dérangée. Je suis complètement égaré. C'est abominable! J'aime beaucoup à croire que les maladies nous guérissent.
Parfois. C'est-à-dire qu'alors que le malaise sort en crise, c'est une chose nécessaire au recouvrement d'un état de corps normal. Enfin, il faut absolument te tranquilliser à mon sujet maintenant. J'ai vu le docteur Gachet, qui a fait sur moi l'impression d'être assez excentrique. Mais son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre en combattant le mal nerveux, duquel certes il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi. Or, lorsqu'un aveugle mènera un autre aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans le fossé? Nous sommes tous mortels et sujets à toutes les maladies possibles. Qui pouvons-nous, lorsque ces dernières ne sont pas précisément d'espèce agréable? Le mieux est de chercher à s'en guérir.